Tu veux quoi, bouffon? Votre attention, s'il vous plaît. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Une première ce soir, c'est le Hip Show! En exclusivité sur YouTube tous les lundis soirs, deux chroniqueurs que tout oppose se réuniront pour vous faire une synthèse hebdomadaire sur le basketball. Bonjour et bienvenue à tous pour ce deuxième épisode du Rip Show, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de cette 7e semaine de NBA, et on attaque directement avec les big news. En big news, on commence avec les injuries, un petit peu de beau monde quand même à l'infirmerie. Ça commence par notre fameux John Collins dont on parlait la semaine dernière, qui était dans les rumeurs, et qui est d'ailleurs toujours, qui s'est fait une petite blessure, une petite entorse de rien du tout, éloigné des parquets 1 à 2 semaines, il sera réévalué. Dans le projet des Hawks, c'est pas si dérangeant que ça. J'espère que ça sera pas trop problématique si ça traîne sur le temps et ça lui ferait perdre peut-être de la value en termes de Surtout trade. qu'il a pas des pourcentages de malades sur cette saison. Et il est très... Et ouais, même au-delà de ça, il est très en deçà de ses stats en carrière ou des années d'avant. Il a 12,3 points, si je ne dis pas de bêtises, à 7 rebonds. Et il est à seulement 21% de loin. Donc non, pour l'instant c'est déconfiture totale. Il est pas attendu il est pas au niveau qu'on attendait. Mais le souci surtout avec les Hawks, c'est que ils ont déjà DeAndre Hunter qui est blessé lui aussi pour au moins une semaine. Donc ouais, on se retrouve leurs avec ailes Clint sont... Capella, quoi. C'est ça, leurs ailes sont vraiment dépeuplées là pour le coup. Les Hawks, ça leur empêche pas de quand même garder la face. Ils ont pris une place dans le classement, ils sont toujours 4e avec un bilan neutre, 2 victoires pour 2 défaites. Ben Simmons qui, à peu près la même chose que Robert Williams, au genou, est écarté 3 matchs. J'ai pas l'impression que ça dérange les Nets qui font une semaine en 4-0. À voir. J'espère que ça lui fera pas perdre de la valeur parce qu'on sait qu'il est sur la sellette, quoi. Il se relançait quoi. Il était en train de se relancer justement. C'est bien simple, il a fait un match contre nous et là il était en train de redevenir assez bon. Et depuis en fait voilà, il remontait quand même, il commençait à avoir des standards qui faisaient ça chaque semaine. Il revenait bien en tant que facilitateur, etc. Donc écoute, il était sur la pente ascendante, boum. Donc on verra combien de temps ça dure parce que les blessures chez Ben Simmons ça dure des années visiblement. Oh, putain, ouais. À voir combien de temps ça dure, mais bon voilà. On croise les doigts. Ensuite, pour aller relativement vite, on a vu du MPJ qui avait un petit souci au talon. Pas plus d'informations. Kate Cunningham, avec une petite annonce du côté du staff médical des Pistons, il était absent depuis le 13 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être devrait envisager une opération sur le tibia, je crois qu'on a vu juste tout à l'heure avant le podcast, c'était sur le tibia. On croise les doigts pour lui parce que ça reste quand même le top 1 de la draft de l'année dernière. Bourré de talent, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Son absence coûte, mais les Pistons et Dwayne Casey arrivent à trouver des solutions. Un petit peu dommage pour Kate Cunningham. Ensuite, 4. Mauvaise nouvelle en termes de blessure, je pense que c'est la plus grosse de l'Injury Report parce qu'il s'est fait une petite blessure. On a eu tous peur. Les images sont un peu bizarres. On a cru que c'était peut-être une rupture du tendon d'Achille. Absent 4 à 6 semaines. C'est très 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 négatif pour nos copains des Timberwolves. Des Timberwolves. Des Wolves qu'on attendait beaucoup plus haut. Enzo en parlait la semaine dernière. Ils sont d'une déception mais monumentale. Rudy Gobert en plus hier se fait sortir sur une faute absurde. Et Edwards qui essaye de carrer le match. Il y avait quand même match face à OKC, ils perdent. On sait qu'OKC ça reste une équipe talentueuse. Justement, pour le coup, c'était vraiment l'une des raquettes sur lesquelles Gobert était important et pouvait peser. Ouais. C'est ballot, il se bastonne avec un joueur, il lui fait un croche-patte et puis après il lui met la main dans la figure. Bon, écoute, la flagrante 2 et puis il est sorti. Mais ouais, dans l'ensemble, c'est... Comme tu le disais hier pendant qu'on regardait le match, ça reflète très bien leur début de saison sur le coup. Qui est vraiment bien en deçà, qui est pas aux attentes du tout. Les joueurs sont dans une méforme complète. Donc à voir quand est-ce que ce sera relancé, mais
Ouais, pour l'instant, on a besoin de Ouais, changement. c'est un peu affligeant comme basket ce qu'il nous propose, hein. Ensuite, Brandon Ingram qui est absent depuis 3 matchs. Pas plus d'informations que ça, je crois que c'est l'orteil, si je dis pas de bêtises. On le verra tout à l'heure, ça n'a pas empêché les Pels d'être en 3-0. On parle des injuries, mais aussi on parle des retours de certains joueurs. On a eu l'info qui est tombée, la cheville de Chris Duarte va beaucoup mieux, et il est sur un retour progressif qui pourrait s'envisager au cours de la saison, donc ça serait super positif pour les Pacers. On en parlait la semaine dernière, mais ils ont déjà un backcourt qui est incroyable par rapport à la jeunesse, par rapport à l'âge qu'ils ont. Si Duarte, qui déjà la saison dernière avait fait très très grosse impression, peut revenir, on serait peut-être sur, sans déconner, un projet Celtics 2.0, tu vois, même s'ils n'ont pas drafté tout le monde, mais on a des profils qui se révèlent, c'est des jeunes, et ça me fait penser un petit peu à du Marcus Smart, du Jalen Brown et du Jason Tatum qui se construisent progressivement et qui pourraient, qui sait, taper les finales s'il n'y a pas de trade ou que ça n'éclate pas, ou que les extensions, quand vient le moment de signer les contrats, il y ait un bif, mais en tout cas, je suis très content de cette nouvelle par rapport à Duarte. Chris Middleton, le Chris national qui avait été absent une bonne partie de la saison dernière et pendant les playoffs, qui avait coûté d'ailleurs la victoire à Giannis, je pense, face aux Celtics. Il revient, 17 points, client sérieux, il nous a cassé les couilles face aux Lakers, on va pas se mentir, même si ça n'a pas changé l'issue du match, mais il revient très bien et je suis très très content pour lui. Et bordel, qu'est-ce que les Bucks vont donner dans quelques semaines? C'est la question que je me pose, franchement, parce que là, C'était déjà un rouleau compresseur sans lui, mais alors avec un niveau avec le All-Star qui est Chris Middleton, avec sa versatilité, son shoot, non, ça va être une vraie dinguerie. Et ouais, bon bah du coup, d'autant plus favori pour le ouais, parce titre. que, enfin, là, je suis en train de me rendre compte, mais parce qu'on va parler donc du DPOI tout à l'heure, mais les Bucks, donc c'est la meilleure défense de la NBA. Ils ont Brook Lopez qui défend bien. Ils ont Jrue Holiday, on le connaît très bien. On a Giannis qui a déjà gagné un DPOI. Et on sait que Middleton, c'est des deux côtés du terrain, quoi. Et en plus, ils ont des gars comme Grayson Allen, comme Pat Connaughton. C'est une équipe de barjots. Enfin, je ne rigole pas. Si cette équipe ne se casse pas, ouais, c'est un truc de fou. Ouais, ils ont un Bobby Portis qui est en 6ème homme, ils ont ils ont du monde, hein. Et puis, c'est une équipe qui s'est à peu près construit correctement. Je veux dire, même s'il y a eu des trades, c'est pas Anthony Davis qui va chez les Lakers. Ah, c'est ça. C'est ça, on est bien d'accord. Tu fais bien de le noter. On passe aux trade rumors. En trade rumors, qu'est-ce qu'on a? On a donc John Collins qui est dragué par les Nets. Est-ce que tu aurais un avis par rapport à ça? Un changement de cadre en fait. Un changement de paysage qui pourrait en fait lui faire du bien parce que le pauvre il tourne depuis sa draft, il est à Atlanta, il a prouvé des choses, il donne envie, on voit qu'il a un potentiel, mais à chaque fois en fait le potentiel n'est qu'effleuré ou qu'envisagé, mais on n'a jamais un plein potentiel, un gars vraiment all-star, vraiment balèze comme on le veut. Alors il manque de très belles choses, il a des très très bonnes qualités, mais, mais je sais pas, est-ce que c'est l'association avec Trae Young qui a du mal, qui bat un peu de l'aile depuis le début? En plus le pauvre il est dans des rumeurs de trade depuis le début. Depuis quasiment depuis que Trae Young est arrivé en fait, il est dans des rumeurs de trade je crois. Mm. Donc ouais, écoute, Trae Young fait petit à petit le ménage autour de lui pour essayer d'attirer un effectif qui est cohérent et autre. À la dernière pièce, moi ça me semble que tout semble indiquer que c'est pour Collins. Je pense que ça va surtout bénéficier aux joueurs plutôt qu'à l'une ou l'autre des équipes, pour être honnête. Parce que les Nets, je ne saurais pas dire s'ils ont vraiment besoin d'un profil comme le sien en particulier en fait. Ce que je pense, c'est qu'ils vont surtout essayer de se débarrasser un peu de certains joueurs. Mais sinon, en fait, je pense que là, le principal gagnant, ça va être ni une équipe ni l'autre, mais bien le joueur en question. Ok. On passe maintenant à l'autre rumeur, enfin, pas forcément une rumeur, hein, parce qu'on connaît Rob Pelinka, Soukra qui peut nous inventer des merveilles. En tout cas, on sait que les Lakers sont prêts à se débarrasser de Pat Bev et Kendrick Nunn. Donc Pat Bev c'est 13,2 millions, il reste un an. Et Kendrick Nunn c'est 5,2 millions, il reste un an aussi. Qui les veut? Voilà. Personne, mais c'est bien de les mettre sur le marché. Après, peut-être que dans un trade package,
Je sais pas, vu que notamment Pat Bev, il lui reste qu'un an, ça peut libérer 13 millions de cap et qu'une équipe le prenne. J'y crois pas, j'y crois zéro, mais bon, ils sont en tout cas, les Lakers ont dit coucou, qui veut la peste, parce que faut dire les termes, Nunn n'a jamais retrouvé la forme qu'il avait sous Spoelstra et Bev défend paisiblement, honnêtement, et Ils vont finir chez vous. Ils vont finir la saison. Oh oui, je pense. Moi, je les vois pas partir. Soit Ou ils alors sont c'est vraiment cut. à greffer à l'un de vos joueurs et Ouais, c'est je sais un pas. cadeau empoisonné, honnêtement. Et la grosse news, c'est la rumeur. C'est les Lakers ont eu une discussion interne. On ne sait pas s'ils ont eu les Bulls de l'autre côté du fil, mais Ça m'étonnerait un peu en vrai. à mon avis, vu l'annonce fumante, mais ça serait Demar et Vucevic pour Russell Westbrook et 2 tours de draft. On parle des first picks de 2027 et 2029. Qui y croit dans ce podcast? C'est fumé, vraiment. Non mais personne n'y croit. Personne n'y croit du côté des Bulls. Je vois pas l'intérêt. Justement, on abordait le sujet. On abordait le sujet. Non même, en fait, l'un ou l'autre, tu ne peux même pas trade Vucevic pour Russ en fait. Si t'as 2 tours de draft? Mais quel intérêt pour eux en vrai? Aucun. Mais libérer du cap et avoir des jeunes. Mais c'est pas ce qu'ils cherchent. Oh, on est souffle. d'accord. C'est pas du tout ce qu'ils cherchent. Et pour moi, les Bulls, s'ils font ça, ils le feront jamais. Je pense qu'ils le feront. S'ils le font, vraiment, vous me retrouvez sur BFM TV cul nu, d'accord? Parce que ça serait un braquage le plus grand. Oh, faites-le, s'il vous plaît. Mais personne veut. Enfin, qui chez les Bulls à un moment va dire oui, bien sûr. Ils sont pas bien. D'ailleurs, ça va être le sujet de la prochaine chronique. Ils sont pas du tout en bonne forme. Ils sont décevants. On sait que la vie ne se plaît pas. DeRozan fait des grosses stats et je pense que l'équipe vit aussi grâce à DeRozan. Vucevic fait du Vucevic, voilà. Il a un plafond de verre aussi, on l'a vu que ce soit chez le Magic ou même le Magic, pardon, ou même ça fait 2 saisons qu'il est chez les Bulls. Il est arrivé à la mi-saison, je crois, il y a 2 ans. Mais il est arrivé lorsque Orlando a tout cassé, donc ouais, c'est ça. Mais les Bulls, calmez-vous, Ils sont dans la même veine que nous en termes de bilan, je crois, si je dis pas de bêtises. Attends, laisse-moi regarder mes papiers. Les Bulls, ils sont en 8 victoires, 11 défaites. Non, ils sont en 9-13 et on est en 9-12. Donc on est à peu près dans la même range qu'eux. Pour moi, ils ont beaucoup plus d'espoir que nous. Ils ont quand même eu le facteur blessure qui les ampute énormément, en fait. Et du coup, tu te dis, et en plus, c'est ça en fait. L'année dernière, tu vois clairement du positif, tu vois clairement qu'il y a un potentiel, il y a un groupe qui vit très bien. C'est juste que là, bah, les blessures les amputent et il y a des gens qui sont pas au niveau. Lavigne, je te vise, je te pointe de tous les doigts. Puis je vais le pointer dans 30 secondes. Très bien. Action de la semaine. De mon côté, ça va être. C'est encore. J'ai l'impression que toutes les actions de la semaine se passent chez les Lakers, mais contre nous. C'est le putback de Shaedon Sharpe. Je pense J'aurais que pu le citer. Hein. La légende raconte que ses yeux sont au-dessus du backboard. C'est incroyable comme dunk, franchement, je vous le mets en image. Shaedon Sharpe scrapes the sky with the right-hand hammer. Ho-ho! We've been waiting for that. Et Enzo, de ton côté? Moi, ce sera le buzzer beater d'un no-name, voilà, c'est un vol, un inconnu au bataillon. Non, mais du coup, ce serait pour moi, de mon côté, ce serait le buzzer beater de Andrew Nembhard sur LeBron directement. Miles Turner, Gamer, oh, Miles, long rebound, Halliburton. Oh no, he held on it too long. Nembhard away, yeah, baby. On enchaîne avec le bilan de la ligue et on attaque directement avec le négatif de cette semaine et j'attaque dans le prolongement des trade rumors avec les Chicago Bulls. Cette semaine, ils sont en 1 victoire, 2 défaites, ils remportent une bonne victoire face à Utah et puis ils perdent face aux Suns et aux Golden State. Des Golden State en est pas un Curry totalement déchaîné. Et pour l'instant, ils sont 12e de l'Est. Ils n'ont pas perdu ni pris de place par rapport à la semaine dernière. Ils sont en 9-13, comme nous, globalement comme les Lakers.
Et puis, c'est extrêmement décevant. La saison dernière, ils sont top 6 de l'Est. On avait beaucoup d'attentes. On se retrouvait avec un backcourt extrêmement sexy, avec du Lavine, avec du DeRozan. Globalement, il n'y a pas eu 36 changements à l'intersaison. Le petit point négatif, on va dire, c'est le fait que Lonzo Ball est écarté des parquets. Et on sent que ça crée un manque. On avait déjà vu des stats qui étaient tombés comme quoi quand Lonzo Ball est sur le parquet, que ça soit le QI basket, le shoot, parce qu'il ne faut pas oublier que Lonzo Ball s'est acheté un shoot et a énormément travaillé sa mécanique depuis son année rookie. Et puis aussi sa défense, c'est un vrai dog. Grosse intensité en sortie de banc. Et c'est un petit peu ce qui pêche. On sent que Kobe White est un peu timide cette saison, un peu décevant par rapport à ses standings de la saison dernière. Zach LaVine, en dessous de ses standards, il a 4 points de moins que la saison dernière. Il est à 10% de moins au field goal et 5% de moins à 3 points, alors que c'était un très très bon shooter. Slasher aussi, ça drivait. Un joueur globalement complet qui, à côté de DeRozan, fonctionnait bien. Déjà la saison dernière, on les avait vus très très haut et puis des blessures qui les avaient fait un petit peu descendre et on s'était dit c'est normal, c'est la première saison, ils sont tous ensemble, ils vont confirmer la saison prochaine. Et globalement, c'est un peu vide, on le voit, overall, c'est moyen sur les standings, il n'y a pas beaucoup de rebonds, ils sont mid-range en termes d'offensive rating, peu de passes, pas de grosses défenses. Alex Caruso est plus aussi... Il fait toujours le travail, mais il est pas plus percutant. aussi percutant que ce soit la saison dernière ou encore chez les Lakers, ce pourquoi il l'avait pris. Et globalement, on se retrouve avec un DeMar DeRozan qui est plutôt seul, on peut dire ça, avec coup de stats, avec des régalades en TTFL. C'est très cool de le voir à ce niveau-là, à son âge, parce qu'il a encore 33 ans, et je pense qu'il est d'une certaine façon toujours dans son prime, il a réussi à se renouveler dans un autre collectif. Et ouais, les Bulls, je trouve ça décevant. Qu'est-ce que je vois pour l'avenir ? En fait, pour moi, le trade, on parlait du trade, pour moi, ce serait la pire erreur. Ils ont un très bon coach. Billy Donovan, la saison dernière, il n'est pas coach de l'année, mais s'il n'y avait pas eu ses blessures et cette perte dans le ranking en termes de positionnement, je pense qu'il aurait pu être dans le top 3 parce qu'il avait fait un vrai travail la saison dernière. Pour moi, ils ont tous les atouts. Il faut juste trouver son rythme. Contrairement, par exemple, à une équipe comme les Lakers qui, début de saison et même par rapport à la saison dernière, n'avait pas fait preuve de dynamique particulière en termes d'attaque, etc. Et même en termes de projet. Là, on se retrouve avec un projet quand même qui est un prolongement de la saison dernière. Ils ont joué ensemble, ils ont de l'expérience. Donc moi, je leur souhaite beaucoup de positifs. J'espère qu'ils vont réussir à rebondir et pas faire l'erreur de trade dans la précipitation en se disant là, on a besoin d'un win now. Il faut qu'on se débarrasse d'un Lavine, d'un DeRozan ou d'un Vucevic pour une bouchée de pain ou pour pas grand chose parce qu'effectivement ils sont pas en position de force pour l'instant. Mais moi c'est ce que je voudrais dire par rapport aux Bulls, c'est aussi le reflet de ce début de saison qui est en dessous, je pense que en dessous de l'attente qu'on avait portée sur les Bulls. Et j'attends un petit réveil. Je sais pas, j'ai pas plus d'informations que ça sur le retour de Lonzo Ball, mais ils n'ont pas non plus un calendrier facile. Ils ont affronté des bonnes équipes quand même au cours de la saison, mais c'est vrai qu'il y a des défaites complètement cons, comme par exemple face à Oklahoma, comme face à Orlando, face à San Antonio ou même Washington en début de saison. Ils pourraient avoir un bilan qui est largement en positif, en 13-9 par exemple. Ils ont les outils, ils ont les moyens, donc attention à pas trop descendre parce que c'est une équipe qui, ici à la deadline, elle est dans la même range. Je pense qu'il y a certaines équipes... À voir s'il y a un bouton panique qui sera enclenché ou pas, quoi. C'est ça, mais il peut y avoir certaines équipes qui se frottent les mains pour se dire tiens, qui est-ce qu'on va aller voler là-bas ? Il y a du monde. En vrai, si tu veux quelqu'un, il y a du monde à aller chercher, à aller draguer. Et toi, mon petit Enzo ? Eh bien, moi, je vais parler des Clippers parce que de base, je voulais parler un peu de mon équipe parce qu'on n'était pas terrible, mais en vrai de vrai, en regardant de plus en plus, les Clippers, ça commence à sentir vraiment, ça commence à poker. Ils sont actuellement sur 2 défaites d'affilée, mais ils sont en 13-11. Donc, ça veut dire qu'en soi, en toute théorie, ce n'est pas si mauvais. Le bilan général, en fait, est étrangement assez bon. Cela dit, qui dit Clippers dit aussi Paul George et Kawhi Leonard. Excusez-moi, les dernières stats, c'était
C'était très très mauvais, c'est ça exactement. Et puis même dans l'ensemble, c'est très très absent. Donc non, ils sont jamais là. On n'a pas de date, on n'a rien. C'est pas terrible. Le coaching de Tyronn Lue, je saurais pas dire si c'est ça qui les fait gagner ou si c'est juste un regroupement de joueurs qui de base était incroyablement sexy et incroyablement attirant. Reggie Jackson tient la baraque comme jamais. Luke Kennard, quand il est pas blessé, il est au taquet. Il y a du Nicolas Batum qui tient la baraque. Il y a du Ivica Zubac qui à un moment s'est dit je suis Hakeem Olajuwon et va devenir super fort. C'est vrai, c'est réel. Putain, la stat qu'il non mais avait par contre c'est plantée. très très grave. C'est très très grave. Terrence Mann aussi est pas mauvais. Ouais. Sinon du John Wall c'est absent. Robert Covington ça fait des stats, ça fait des minutes mais dans le vide et très peu de stats. Norman Powell c'est en dents de scie mais de fou. Surtout qu'en plus la dernière fois qu'il a joué, la dernière fois qu'il a été bon, c'était contre nous et on l'a bien lancé. Mais sinon, non, sinon c'est très très décevant. Ça sent mauvais. Le match dernier était un exemple incroyable. Ils sont à la maison, ils sont chez eux, à LA. Ils sont à -30 contre les Kings. Le stade est en train de chanter Light the Beam, à savoir allumer le rayon, qui est le super truc que font les Kings à chaque fois qu'ils finissent un match. Ils allument le rayon au-dessus de leur un rayon violet au-dessus de leur stade qui est visible de partout depuis Sacramento. Incroyable. Et c'est non, par contre la célébration est vraiment folle Moi, j'adore. et il y a une hype énorme autour. C'est vraiment c'est la darling de l'NBA en ce moment. C'est vrai. Et ils sont chez eux et tu les vois déconfits sur le banc en train de rien comprendre à ce qui se passe. Et en fait, cette image pour moi est vraiment significative du marasme dans lequel ils sont, parce que c'est vraiment les joueurs en tenue civile sur le banc en train de se faire déchirer contre une équipe qui sur le papier ils devraient leur botter les fesses. Aucun disrespect envers les Kings, parce que d'ailleurs je les aime beaucoup, mais sur le papier on était très nombreux à le mettre premier si ce n'est deuxième, enfin premier si ce n'est première conférence pardon, si ce n'est directement champion NBA. Et là c'est très très chaud et ils ne comprennent rien à ce qui se passe et ils sont chez eux encore une fois. Donc je saurais même pas vous dire si on attend un retour de leurs joueurs, si on attend juste des infos précises, une sortie médiatique qui rassure, quelque chose, un trade, pas forcément des cadres, parce que à mon avis les cadres ne vont pas se faire trade, mais un trade qui ramène quelqu'un qui joue, qui a envie de jouer, qui fasse quelque chose, qui leur botte les fesses un petit peu. Je sais même pas. En fait, je sais même pas à quoi m'attendre, mais faut que ça s'arrête en fait, parce que je suis pas fan des Clippers de base et la situation moi de dehors m'exaspère au plus haut point. Alors pour un fan, ça doit être mais on a envie de se suicider. Les pauvres, c'est trop triste. Le pire, c'est qu'ils sont, enfin, on le rappelle quand même, mais là, ils font le bilan de la semaine, c'est 2 victoires, 2 défaites. Ils gagnent face à Portland et Indiana, et ils perdent face à Utah et Sacramento. Ils se prennent 2 cartons face à Utah et Sacramento. Mais comme on l'a dit, ils sont 7e. Ils sont 7e, ils sont en 13 putain de 11. Et on est tous en train de se dire, mais parce qu'ils ont une infirmerie qui déborde. Paul George, il est absent depuis 2 semaines. Même dans les cadres, si on peut appeler ça des cadres de backup, il y a des absences récurrentes. Et ils arrivent, globalement, à être costauds dans une conférence Ouest qui bordel de merde. Et juste, ils restent. Costaud, je sais pas. Hein, vraiment leur calendrier, ça va. Hein. En vrai, ils ont. A été très simple. Mais il a été très très simple. Ça a dernièrement, affronté les Lakers qui on a vu très très faibles. On s'est affronté les Kings qui ont mis du temps à se lancer. Ils ont affronté les Suns, 2 fois Casey, New Orleans, 2 fois Houston, San Antonio, Utah, Cleveland, Lakers, Brooklyn à l'époque où ça n'allait pas très bien et encore ils ont perdu. Du Houston encore une fois, donc ça fait 3 fois Houston. Du Dallas, du Détroit, du Spurs. Là vraiment, ils étaient censés n'avoir que très peu de défaites. Ils étaient censés être vraiment à un maximum. Sans déconner, en 24. Là, vraiment, ils ne sont pas, ils n'ont joué que contre. En vrai, je n'ai pas fait le calcul, mais si tu calcules un peu, des équipes actuellement en playoff, ils ont dû en affronter 4, 5 peut-être grand max. C'est très très grave. Au moment où ils les affrontent, ouais. Bah ouais. Et du coup, le 13-11, c'est. En fait, on va certainement pas les applaudir, ni même dire bon bah voilà, au moins ça prouve que. Non. Vraiment, c'est très dangereux. C'est encore heureux que t'en sois là. Et on attendait beaucoup plus, quand bien même il te manque des joueurs. On attendait beaucoup plus. C'est vrai. Et on enchaîne du coup avec
les équipes qui ont montré des choses positives. Et Enzo, tu attaques avec l'Est. Et bien du coup, moi je vais prendre les Nets de mon côté, qui justement ont été très... Bah, justement, on en parlait tout à l'heure, les Nets ont été très séduisants, étonnamment. Après, je crois que la semaine dernière d'ailleurs, on les taillait beaucoup. Et là, ils ont réussi à remonter. Ils sont en 13-11 actuellement. Ils sortent de 4 victoires d'affilée. Kevin Durant, toujours aussi, qui rend une partition mais complète. Vraiment un vrai chef d'orchestre, trop fort. Kyrie qui revient. Voilà. Ben Simmons qui revient aussi, qui commencé à revenir et qu'on a relancé quand il a joué contre nous. C'est poussif en fait, c'est poussif, mais au moins il y a du mieux. Il y a du mieux. C'est pas vraiment le gars qui rate des lay-up en fait, qui arrive à faire un airball de lay-up. Voilà, image terrible qu'on avait vu, mais voilà. Autour d'eux, il y a des joueurs qui s'activent, qui ont un vrai profil intéressant de leur côté. Je pense notamment à du Watanabe, comme on l'avait dit, pardon, je retrouve plus, du Royce O'Neal, par exemple, qui est vraiment très fort, qui est très intéressant chez eux. TJ Warren qui vient de revenir à l'instant. Il y a Patty Mills aussi, il y a Joe Harris qui est revenu et qui commence à retrouver une bonne mire. Il y a Cam Thomas qui vraiment est toujours dedans. Nick Claxton, moi j'adore, j'aime trop ce joueur qui vraiment est trop intriguant, trop intéressant comme profil. Non, en vrai, ils ont du monde et en fait, on voit que au-delà des marasmes, il y a du cœur. Et même, je pense que même si je suis en soi assez contre cette éviction, le fait que Steve Nash ait été évincé et ait été sorti du groupe, ça leur a permis peut-être de se dire bon, maintenant, faut qu'on se repose, faut qu'on retombe sur nos pattes, qu'on retrouve les bases en fait. Et bah, simplement jouer au basket, on va arrêter de faire des polémiques à la con et on va juste jouer au basket parce qu'en fait on a du talent. On a du talent et ce serait juste trop dommage de le gâcher. Et je pense que Kevin Durant justement, bah c'est le premier à avoir poussé le coup de gueule, je pense. Et autour, il y a des soldats, il y a du jeune. Donc en fait, c'est vraiment un groupe très hétéroclite, mais très intéressant à voir en fait. Et t'as forcément une journée ou un soir où ça va cliquer pour au moins l'un d'entre eux qui va se révéler. Nous, par exemple, bah, d'un coup sur l'autre, on a relancé Joe Harris, puis on a relancé Ben Simmons, puis on a relancé Seth Curry, tu vois. C'est vraiment, en fait, ça tourne. Watanabe qui est très bon, encore une fois. Bah, dans l'ensemble, ça tourne très bien. Et il y a du positif, et enfin, en fait. Vraiment, enfin. C'est clair. Et même si on n'a pas très envie d'en parler, il faut aussi quand même noter les prestations plutôt clean du Kyrie Irving national, qui est aussi, je pense, un facteur clé dans cette réussite, parce ils finissent la semaine en 4-0. Ils ont pris 4 places. C'est-à-dire que la semaine dernière, à la fin de la semaine dernière, les Nets ils étaient 10e, les Nets ils sont 6e. Et je pense que c'est super important, même pour. On parlait en off hier de beaucoup d'équipes qui ont un profil très problématique dans le sens où, comme les Lakers, où si ça ne gagne pas, si ça perd 3-4 matchs d'affilée, ça peut réclamer un trade et ça peut tout casser. Et je pense que ça, pour une équipe comme finalement les Nets, c'est trop bien. Ça va leur permettre finalement de se relancer, d'avoir de la confiance, comme tu as dit, de relancer des gars comme Joe Harris, comme Steph Curry. Et moi, je trouve ça très très cool. Je suis assez content. Même si je suis pas très très client de Kevin Durant, c'est rassurant de retrouver des cadres comme ça global de la NBA qui sont au rendez-vous et qui rebattent un petit peu les cartes. Tu étais à l'Est, j'enchaîne avec l'Ouest et avec logiquement les New Orleans Pelicans qui finissent la semaine en 3-0 en battant certes 2 équipes de bas de tableau, OKC et San Antonio. Ils accrochent aussi les Raptors et ils s'installent petit à petit, tranquillement, dans le top 3 de l'Ouest, et on sait que, bordel, c'est dur en ce moment. Ils réussissent à garder leur position, c'est très très clean. Ils prennent un petit peu d'avance sur des Memphis Grizzlies ou des Kings. Et moi, je suis très content pour eux. Toi, je sais que tu, étant paluchade parce que tu avais call cette réussite en saison régulière. Oui, mon CJ. Et oui. Et globalement, en fait, ils sont super complets. À noter qu'ils font tout ça sans Brandon Ingram depuis 3 matchs, comme on l'expliquait tout à l'heure. Et franchement, moi, je suis conquis, je suis convaincu par ce. Il y a une bonne attaque.
Il y a, je crois que c'est la top 10 attaque de la ligue. Une grosse défense aussi également. On sait qu'il y a du physique. Des gars comme Alvarado qui vont casser les couilles, du Zion qui est capable de monter très haut pour nettoyer un petit peu le cercle. Du Herb Jones aussi qui fait un gros travail en termes de défense. On a vu ça dès le début de saison. Et moi je trouve ça très très cool. Zion confirme. Je suis content pour lui. J'avais très très peur qu'il se reblesse. On connaît le profil, on connaît le bonhomme. Bon, je veux pas lui porter l'œil, mais attends, c'est pas fini non plus. On reste en début de saison. À tout moment, il retombe un peu mal. C'est terminé pour sa saison. C'est un profil très très à risque en fait. Il peut très bien faire une saison complète et être du coup ultra impactant, ultra performant. Ou à un moment il va glisser dans l'escalier et c'est terminé pour lui. On le rappelle, c'est un tank monté sur des échasses. Mais Zion, très solide, 3 matchs à plus de 25 points, ça roule beaucoup. CJ qui joue un petit peu aussi le chef d'orchestre, qui vient apporter un petit peu de calme dans l'effectif et de connaissance. Il assure avec une 20aine de points sur les 3 matchs. Globalement, que ce soit au shoot, au drive, à la passe, au rebond, en défense, c'est archi complet. Mention aussi spéciale pour Jonas qui est très complémentaire avec Zion et qui est capable de sortir des gros matchs et qui apporte aussi beaucoup de sérénité, que ce soit au rebond défensif, surtout au rebond défensif, et ça c'est important, que de ne pas laisser de seconde chance aux équipes adverses. Et puis aussi une profondeur de banc. Ils avaient récupéré Devonte Graham, ils ont Larry Nance, ils ont du Alvarado, du Murphy, du Herb Jones. Et tout ça, en fait, c'est très très prometteur. Et je suis très heureux pour eux. Donc les Pels, gros positif de l'Ouest. Bien sûr, il y a d'autres équipes, mais franchement, bravo les Pels. Globalement, on fait un point sur le tableau, la synthèse du classement général. Donc les deux top 3 de chaque conférence n'ont pas bougé. Toujours du Boston premier, du Suns premier, du Milwaukee et du Denver deuxième, et du Cavs et du Pels troisième. Ça bouge quand même un petit peu. On a du Sacramento qui prend une place, du Golden State qui gagne 3 places, qui gagne même 4 places. Ils étaient 10e, ils passent 6e. Ça, c'est pas négligeable. Après, est-ce que ça va durer? Grosse chute pour Portland. Ça aurait pu être pire hier soir, mais ils se rattrapent bien. Ils sont 1-3 sur la semaine. Et à l'Est, pour synthétiser, grosse percée des Nets. Même profil que les Warriors. Ils étaient 10e, ils passent 6e, donc ils sont en play-off. Et aussi, à noter, petite montée en puissance du 8. Ça n'annonce rien non plus de péremptoire. Hein. C'est pas non plus installé, mais il rentre en play-in avec une semaine en 2 victoires, une défaite. Avec une grosse victoire d'ailleurs. Avec le retour de Jimmy Butler qui vient mettre un point d'exclamation et faire installer une climatisation au TD Garden. On enchaîne directement avec une chronique que j'aime beaucoup. Player of the Week. Et je crois que c'est toi qui nous réserve une petite réponse pour l'Est. Attends, coupure. Je sais plus qui j'ai pris. Kevin. Ok. Merci mec. Non, moi du coup de mon côté j'aurais pris Kevin Durant. Comme je dis en fait c'est pour ça que je vais pas trop m'étaler dessus parce que j'en ai déjà fait une belle éloge juste avant. Mais Kevin Durant qui est sur d'excellents standards depuis un petit moment maintenant. Qui a justement réussi à rehausser le niveau des Nets dans ce marasme en fait, qui arrive du coup à insuffler un semblant d'âme, un semblant d'envie à cette équipe pour remotiver les gars autour, pour remotiver aussi les gros joueurs qu'il y a autour. Donc ouais, c'est pas négligeable et on en a besoin. Il est sur des standings mais infâme pour un gars de son âge, vraiment. Non mais c'en est dégoûtant. Il a 34 ans, il est quasiment à 30 points, 6 rebonds, 5 passes. Il a un pourcentage au shoot qui est incroyable. Il est sur de trop bons standards en fait. Ouais. Et c'est rare qu'il descende en dessous des 50% au tir quand on en est là. Là, sur les 4 matchs, c'est 33 points, 6,5 rebonds, 5,5 assists, 66% au field goal, mesdames, messieurs, 44 à 3 points. C'est un truc de fou. En fait, vraiment, il est tout seul et ouais, c'est son sport. C'est les autres, ils jouent au sport de Kevin Durant. Donc c'est tellement ça. Ah oui, non mais c'est ça. Et du coup, c'est trop beau et c'est très bien pour lui parce qu'on rappelle que c'est l'un des meilleurs, si ce n'est pour certains le meilleur attaquant de tous les temps. Ouais. Donc non, vraiment c'est incroyable et voilà. Pour un peu que ça essaye de le renouer avec la victoire et avec les
Simplement qu'on on en a déjà parlé, on en parle partout, beaucoup, etc. Mais ouais, pourvu que ça puisse éloigner les mauvaises histoires de Brooklyn, plutôt qu'on se ressente un peu sur juste jouer au basket, et voilà, ça aiderait beaucoup. Totalement. De mon côté, je pars, du moins à l'ouest, avec des vins bouquets, Devin Booker qui, écoute, nous fait une prestation sur 3 matchs, 2 victoires, 1 défaite. Accrochez-vous à vos slibards, 45,3 points, 4,6 rebonds, 6 assists. Oui, mesdames, messieurs, 56% à 3 points. C'est du Devin Booker. Il est encore jeune, il a quoi? Il a 26, 27 ans? Je me souviens plus. Attends, je vais vérifier parce que C'est du Devin dans le texte, hein. Il est dans son élément, il est premier à l'ouest, pardon. ouais. Ce que beaucoup de gens n'ont jamais vu Chris venir. Paul, merde quoi. Enfin, c'est Même, genre, ils ont du manque. Ils ont du manque dans moins, en fait. Ils ont deux starters, en fait, en moins, littéralement. c'est ça. Donc, non, c'est bravo à lui. Et ouais, mais pour le coup, en attaque, il est inarrêtable, hein. Il n'y a pas C'est grand chose à c'est dire. Il fait 44 points, 51 points et 41 points avec une défaite très con face à Houston, il faut dire les termes. Mais enfin, le match où il a 51 points, il loupe 5 tirs dans le match. Il a 20 sur 25. Enfin, il a 80% au field goal, il a Non, 85% à 3 points. Non mais c'est du touquet, vraiment. Il a fait et que c'est tout green. ça face Ah, voilà. à Chicago. Là. Mais enfin, Devin Booker est juste incroyable. Petit parallèle, on switch sur l'Exotic Player of the Week, pardon, et je retourne à l'Est pour faire mon petit exposé sur un joueur français. Un petit joueur français qui était jusqu'il n'y a pas longtemps à chier. Enfin, franchement, heureusement qu'il y a eu une déclat de Dwayne Casey qui nous avait dit non, Killian Hayes, il faut lui laisser du temps, parce que Killian Hayes, depuis la blessure de Cade dont on parlait au début de l'émission, c'est une résurrection, et pour le plus grand bien, je pense, de son avenir, parce qu'on était à pas grand chose de se dire à la deadline, il est cut et puis il retourne en Europe, parce qu'il retourne en JP Elite, parce que là c'est abominable. Il était à 0, 2, 5 points avec des pourcentages franchement à cauchemarder la nuit quoi. Depuis la blessure dramatique de Cade face à Boston il y a maintenant 13 matchs, la moyenne de Killian Hayes c'est 15,8 points avec 5,2 assists, plus de 3 rebonds et presque 2 interceptions, avec des pourcentages plutôt corrects par rapport à la soupe qui nous a servi depuis 2 saisons. Pour rappel, Killian Hayes était quand même top 10 de la draft, il était 7ème de la draft d'il y a maintenant 3 ans. Il fait une première saison où il est blessé à la hanche, donc en fait il peut pas exprimer son plein potentiel. Et la saison d'après, Cade Cunningham est drafté en 1, on se dit ok c'est un backcourt d'avenir, et puis finalement ça ne marche pas. Il y a beaucoup aussi, le problème avec Détroit, c'est un autre problème, on va pas parler de ça, mais c'est qu'il y a beaucoup de compétitivité aussi, il y a beaucoup de jeunes qui sont là pour prouver, et je pense que le tempérament de Killian Hayes a fait qu'il s'est un peu effacé, il a perdu énormément de confiance, et là il nous propose des stats très très intéressantes, et ça peut être quelqu'un qui soit reste dans le 5 majeur ou devient un 6e homme de luxe, parce que c'est quelqu'un qui défensivement a les mains sur le ballon, il est très chiant, il a fait plusieurs matchs avec 3 styles, 3 contres, etc. Et globalement, ça distribue, ça a une bonne vista. Ce match, je pense que c'est un match référence pour lui face à Dallas, où il fait son record de points en carrière, 22 points, avec 8 assists et 4 rebonds, où il va quand même mettre un coussin sur le visage de Luka Doncic et lui dire « Luka, ce soir, t'es mon objet, t'es ma chose, je te mets back-to-back points et tu rentres à la maison et tu vas demander ton trade. » Parce que clairement, ce qu'a fait Kylian Tilly, qui est un autre français, mais Killian Hayes, moi je suis très heureux, c'est mon exotic player plus depuis ces 13 matchs, donc c'est un peu un hors-piste, mais c'est pas rocambolesque non plus, on est d'accord, mais par rapport à ce qu'il nous a proposé, je suis Pour de vrai, content. c'est du positif. Au moins du positif, quand on parle de Hayes, c'est... Ouais. Au moins ça paye. Ça paye de ouf. Et je terminerai là-dessus. Et toi, mon brave, Alors mon moi, de mon acolyte. côté, du coup, je repars de...
Ouais, je repars à l'ouest et je repars à l'ouest et du coup je voulais faire l'éloge moi de Lauri Markkanen. Alors très bientôt à mon avis il ne va plus du tout être un exotic player, mais pour l'instant il est encore dans le sens où si le Jazz avait un franchise player ce serait Lauri en fait, qui en plus d'être très très beau est très très bon au basket. Et non il est sur de très bons standards surtout en ce moment. Donc bon, le pauvre a perdu contre une équipe flamboyante hier. Je nommais le Portland Trail Blazers, mais il finit quand même à 21 points, le match d'avant à 24, le match d'avant à 23, le match d'avant à 32. Non, il est vraiment très impactant avec toujours de très bons pourcentages, surtout à 3 points. C'est rare qu'il soit en dessous des 50%. Donc non, très, très efficace le Laurie, très bon. Très percutant et non justement il confirme le fait que c'est un très bon joueur. Tout le monde dormait sur Utah et la révolte est notamment venue de lui et des autres cadres autour à la Mike Conley, Jordan Clarkson et autres, mais ça vient surtout de profils comme le sien qui d'un coup sont devenus extrêmement sexy, extrêmement intéressants et que tout le monde se dit mais pourquoi je ne l'ai pas dans mon équipe. Et du coup qu'il reste au Jazz ou qu'il soit trade, non, c'est vraiment un joueur d'avenir, un très bon joueur qu'on va se plaire à voir parce que, ouais, comme on le disait en plus en voyant le match hier, petit à petit au fil des années, il a commencé à se tanker, il a commencé à devenir de plus en plus bon et c'est un très très bon shooter. Donc non, une très bonne pièce. Et ouais, ouais, perso, je me cache pas pour le dire, j'attends avec hâte la suite. Surtout qu'il faut aussi noter que ça fait plusieurs matchs Jazz qu'on regarde ensemble. Et moi, ce qui est criant, c'est que c'est pas à lui qu'on va donner majoritairement la gonfle, en fait. Des gars comme Jordan Ça Clarkson. va surtout être sur Clarkson. Fin de match, c'est ça. surtout sur Clarkson. Sexton, Clarkson, il y a aussi du monde à côté. Mais je pense qu'on n'a pas vu le plein potentiel de Markkanen, de ce qu'il est capable de montrer. Et quand il va prendre la confiance et qu'il va soit rester dans ce projet-là ou aller ailleurs pour être un duo ou dans un trio, je ne sais pas quoi. Mais je pense que ça va être quelqu'un qui... Il a un profil un peu à la Kevin Durant. Et moi, j'adore. Et je suis très content pour lui parce que il a commencé chez les Bulls. Et puis, ouais, il a commencé chez les Bulls, trade aux Cavs. Et ensuite, Utah, dans le trade de Donovan Mitchell. Et écoute, je lui souhaite que du positif et je crois que tu as tout dit. Et on enchaîne avec la chronique suivante, le point sur la course. Et aujourd'hui, on s'attelle à la lourde tâche du Defensive Player of the Year, souvent une course qui est un peu underrated, faut dire quand même les termes, on n'en parle pas trop souvent, on aime plus MVP, Six Man of the Year ou même Rookie, tu vois. Mais aujourd'hui, on attaque avec les Defensive Player of the Year. Et Rudy Gobert. Non, certainement pas. Il est dans aucun. J'ai digue un petit peu quand même au travers de différents rankings parce que j'ai pas le temps de voir. Oh oui, on gardera ça. Hein. Voilà digue. Non. Je suis désolé. Digue, non. Allez. J'ai creusé dans certains tableaux et notamment celui qui était le plus développé, c'était encore une fois celui de nos amis de Trash Talk qui font toujours du travail extrêmement complet. On veut la collab. Et il y a 10 noms qui sont sortis avec lesquels je suis globalement d'accord. Et dans différents tableaux, que ce soit du ESPN ou même des médias américains, le nom qui revient pour cet award, c'est OG Anunoby, qui nous fait une saison, on en parlait en plus hier, en termes de défense, qui est très très clean. Il a presque 3 contre. 3 contre pour un ailier, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Presque une interception. Les Raptors ont une équipe qui est 7ème en termes de points encaissés et 9ème en termes de defensive rating, donc ils sont plutôt dans le haut de tableau de la NBA en termes de défense. Et je pense que c'est en particulier grâce à OG Anunoby qui, par rapport à d'autres joueurs dans le classement, est aussi brille par sa défense individuelle et fait briller aussi son équipe et aide beaucoup son équipe. Et c'est le problème qu'on a un petit peu dans le ranking, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont aussi dans une défense collective et qui ne brillent pas par des actions et des highlights, mais plus par un collectif extrêmement bien huilé qui va venir en aide, qui va donner de l'intensité. Mais
OG Anunoby, pour moi, c'est indiscutable. Dans la course, il marche seul et loin des autres. Il y avait aussi C'est bien simple, il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Hein. À chaque fois qu'il est mis sur un joueur, le joueur est ou en tout cas, je dis à chaque fois, mais en très grande majorité, le joueur est éteint. Quand il est mis pendant 23 minutes sur Kevin Durant au total, Kevin Durant est à 33%. Quand il est mis sur Jimmy Butler est à 40%. Quand il est mis sur Donovan Mitchell, qui est en feu en ce moment, il est à 33%, 25% à 3 points. Quand il est mis sur DeAndre Hunter par exemple, c'est du 25%. Non, il est passé par tout le monde et à chaque fois les pourcentages sont bas et c'est trop impressionnant, c'est incroyable. Et non, bah bravo à lui, ouais, par exemple, il y a surtout du Mitchell en fait, moi c'est qui m'avait marqué. Mais non, c'est vraiment très impressionnant et ça montre la ténacité de ce gars, qui est un grand taiseux. C'est un grand taiseux justement. Bah, il y a pas longtemps justement, tout le monde se foutait de sa gueule dans son équipe parce que il a posté pour la première fois depuis 3 ans, je crois, une photo sur sur Insta. Et il y a tous ses équipiers qui étaient en mode bah c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Qui est pas ça, mais Et plus un ouais, voilà, freak il aussi, n'en hein. croyait pas. C'est un Ouais, bah freak de fou, aussi de fou. physique, Et long segment, physique, mais vraiment bien tanké, qui a c'est ça. une vitesse latérale de déplacement qui Et qu'est-ce qui est très correspond au convaincante, hein. projet? Qu'est-ce qui correspond au projet Raptors? C'est ouf. Nick Nurse, Fred VanVleet, etc. Ouais, tu pensais au Gene Anunoby avec. C'est ça. Et ça correspond de fou, ça clique, ça match. Et bah, ce serait pas mauvais de voir un ailier en défenseur de l'année pour le coup. Ça fait longtemps, ça fait très très longtemps, et Là, moi je suis très on satisfait. sort du meneur avec Le vol, avec ouais, le Marcus vol, Smart. c'est ça, le vol, ouais. Mhm. On sort Le d'un vol, meneur avec Marcus avec Marcus Smart. le vol, Donc le vol. voilà. Sinon, c'est beaucoup été du Rudy Gobert, du Draymond Green et autres. Kawhi Le dernier, aussi. c'était Kawhi en fait. Mm. Le dernier, c'était Kawhi. Et je crois qu'il a été à bonne école parce qu'ils ont joué ensemble et ils ont eu le titre. Dans la suite du ranking, il y a 2 joueurs des Bucks qui ressortent. Brook Lopez, qui pareil Ouais, s'exprime beaucoup en termes de contre. étonnant ça. Et comment Vache. il s'appelle, le Titi? Giannis Antetokounmpo, qui pour Le moi... Titi. Le Titi, oui, comment il s'appelle? J'ai fourché sur Giannis Antetokounmpo, Monsieur Antetokounmpo, Il y a beaucoup de et syllabes. c'est vrai, en compo. Et Craig, Hey, coupe-moi ça. Non, mais en soi, pour moi, Giannis, en fait, il est bas dans les rankings parce que dans beaucoup de rankings, il est parfois même pas mentionné, ce qui me dérange un petit peu parce que rien que face à nous, bordel de merde, qu'est-ce qu'il nous fout, quoi? C'est une vitesse, c'est du rebond, c'est du physique, Oh, il y a des il a contres. les mains Il y a sur des les châssis ballons, qu'il a fait là. Oh, il met des gifles au ballon, le ballon pleure. À la fin du match, il est sur le bord du terrain, on coupe ça, non? On coupe pas, on laisse, d'accord? oh non, on le laisse. Et en fait, pour moi, Lopez, en fait, il y a des stats, il contre, et honnêtement, il s'inscrit avec Giannis, les deux à l'intérieur, ils sont très très chiants. Même je roule l'idée mériterait presque d'être mentionné. Totalement. Non, mais c'est dire à quel point cet effectif allez, vas-y. Il est imballérable. Il est Imballérable. offensif et imballérable. Et oui, totalement. Mais en fait, de partout, ça défend Je suis désolé. et ça attaque. Et honnêtement, je pense que ça serait cool aussi de récompenser la meilleure équipe en défense de la ligue, parce qu'ils sont premiers en rating défensif et ils sont aussi top 5 en points encaissés. C'est-à-dire que quand ils ont des grosses équipes, ils prennent pas beaucoup de points. Et ça, c'est juste impressionnant. On a aussi dans la course du Mikal, qui est encore là, Mikal Bridges toujours. Un peu moins criant, mais avec je pense, qui mène la défense des Suns à la baguette et qui est extrêmement précieux. On va retrouver Du Herb Jones. Moi, ça, c'est du Herb Jones. Herb Jones qui fait un gros taf. Il avait été très très chiant. J'avais regardé quelques-uns de ses matchs. Il avait été très très chiant notamment sur LeBron James, où il va avoir vraiment la tête dans le ballon. Il va pas laisser passer. Il a les mains partout. Et je pense qu'il est très précieux. Et ça, c'est quelqu'un. Je pense pas qu'il va être défenseur de l'année, en tout cas. Et je pense même que petit à petit, mais une mention, c'est d'un top 3. Mais je pense qu'il est à surveiller parce qu'il y a une vraie identité. Et ça peut être un Anunoby bis dans quelques années parce que il est très costaud. Après, dans la liste, ah oui, c'est un sphinx égyptien.
Après, dans la liste, on va retrouver du AD et du Bam. Je suis moins fan, je dois dire les termes. Même si AD a fait un gros taf en défense, pour moi, il peut pas être aussi haut parce que collectivement, c'est branlé. Bam, c'est pareil. En fait, c'est des pivots qui vont faire des stats, qui vont faire des highlights, ça va bâcher des gars. En fait, et ils ça ont le va profil de verrouiller très une bons raquette, défenseurs. Ce n'est C'est pas la ça. saison pour le faire. Totalement. Mais surtout que les résultats collectifs ne sont pas au rendez-vous et que le C'est DPI, ça. on en parlait en off, et faut gagner en fait. C'est bien de défendre, mais si tu te prends des cartons, Ouais, c'est ça. on s'en fout quoi. Il y a... Teddy Poy a été dernier, ouais, bah super. C'est vraiment impressionnant. Non, C'est vraiment, ça. c'est. Pour moi, ouais, comme tu l'as dit, en fait, il y a déjà un top 3 qui se dessine. Il y a des mentions à faire, mais voilà, tout est à prendre avec des pincettes, il faut y aller doucement. Et Totalement. ne pas brûler les étapes, mais oui, à mon avis, sauf gros changement, je pense pas que ça bougera de ce top 3. J'ai oublié, pardon, de mentionner Evan Mobley, qui les Cavs doivent le remercier aussi pour les travaux qu'il fait. Pardon, j'ai complètement oublié, mais c'est vrai qu'il est top 3 dans le classement de Trash Talk. Je trouve un petit peu haut parce que, pareil, c'est quelqu'un qui a pas forcément des highlights et qui va plus briller, je pense, aussi dans un collectif. Parce que la défense, quand même, des Cavs, c'est la deuxième en termes de points encaissés et c'est la Ouais, mais quatrième en termes de rating défensif, quoi. c'est ça. Bah, il est dans Il est les. bon, hein. Ouais, il est tout Il est seul top 5, quasiment, hein. enfin, tout seul. Il- Il peut tout faire tout seul, c'est ce que je veux dire. Et non, surtout en fait là, le souci avec Mobley, je sais pas si ça le dessert vraiment, mais en fait c'est que c'est pas sa défense qui a vraiment été éclatante. C'est pour le coup c'est son attaque qui commence à petit s'ouvrir. On l'a vu là tenter des remontées de balles tout seul et faire des Eurosteps sur Joel Embiid par exemple. Ce genre de choses. Non, c'est vraiment impressionnant. Mais voilà, c'est peut-être que ça le dessert à mon avis que on le voit beaucoup plus en fait faire des highlights en attaque. Quand Mm. même c'est une. Non, j'allais de mes 10 ans, j'allais dire que c'était une quiche, mais non, en vrai c'est juste qu'on l'attend pas dans ce domaine, c'est tout. Et que justement quand il le montre, bah on aime bien beaucoup le voir. Donc du coup, pour conclure sur ce point sur la course, Anunoby seul en tête avec un solide duo Lopez Antetokounmpo avec du Bridges derrière. Je pense que c'est un petit peu dur de quantifier, de faire un rating de défenseurs, on va dire assez marqué, mais je pense que tous les pronostics sont d'accord pour mettre en porte-bannière de cette course OG Anunoby qui, s'il continue sur ce rythme-là, je serais très 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 heureux pour lui. Attention au bilan aussi collectif des Raptors qui pourrait le faire chuter dans le ranking. Ça serait le petit danger, mais trop hâte de voir la suite parce que c'est un award que j'aime beaucoup trop. On enchaîne, petit aparté, le point sur la TTFL. Qu'est-ce qui s'est passé, mon bébou, cette semaine pour toi? Je suis trop fort. Je suis passé, je sais plus combien j'étais la semaine dernière justement quand on avait fait le podcast la dernière fois. Mais j'étais un peu plus bas. Et là, je me suis tapé une semaine en enti, mais j'ai tapé deux best picks qui m'ont fait passer. Du coup, je suis top 12 000. Let's go! Et il y a même pas 2 semaines, j'étais vraiment Let's top go! 22 000. Ça va. Vraiment, le top 100 n'a qu'à bien se tenir. Vraiment, j'arrive à fond les ballons. Il y a la route, mais non, en vrai, je sais pas, c'est déjà plus intéressant de voir que ça fonctionne plutôt que d'enchaîner les no picks. Et non, heureusement qu'en ce moment ça bulle sur les mauvais joueurs. Heureusement qu'il y en a certains qui arrivent à assumer. Je pense à Shai qui a assumé la dernière fois. Je pense à Boyan qui a bien joué contre Lucas. Non, mais en vrai, c'est un truc de fou. Non, puis bon, ce soir du coup moi c'est un petit Donovan Mitchell contre New York, match là-bas. Donc ouais, non, moi je suis bouillant et la semaine prochaine je serai top 5000 quoi. Totalement. À d'autres. Moi, malheureusement, des petits accidents cette semaine avec un LeBron James face à Indiana qui il fait un mauvais match, il me fait 22 points en TTFL. Et puis Ja Morant aussi qui fait un no match face à. En fait, c'est pas qu'il fait un no match, mais c'est qu'il tonge tellement Minnesota, je crois. Je me souviens un peu du résultat. Attends, ça se trouve, je dis des bêtises. Mais il met que 27 points. Non, ils perdent face à Minnesota, pardon. Mais Ils se font éjecter, c'est non? pas. Ouais, c'est exactement ça, ils jouent très peu. Mais sinon, ouais, du Boyan, du Mitchell, du Anferni aussi et du Shai qui m'ont fait des
des belles perfs. Je recule un peu dans le classement malheureusement. Je crois que j'ai perdu peut-être 200 ou 300 places. Je suis top 1500 avec quelques petits accidents, notamment avec LeBron James et Ja Morant, où ça me fait perdre des places parce qu'il y avait 20% de la TTFL qui avait pris les best picks. Mais ça arrive. Moi ce soir, c'est pas Damian Lillard, mais c'est Kevin Durant. Et Ah, t'as changé? j'espère. Je m'étais trompé. C'était Kevin Durant que j'avais pris parce que le raisonnement de prendre Damian Lillard le soir de son retour est, ma foi, pas la meilleure des idées. Tu regretteras. J'espère. Fais-moi regretter. Et en parlant de Damian Lillard, Enzo, comment vont tes Blazers? Damien Lillard revient ce soir et ça c'est cool, ça fait plaisir parce que là on commençait à désespérer, on était repassé là juste il y a 2 jours, on est repassé à l'équilibre, on était à 11-11, ce qui nous fait donc qu'on a perdu on a perdu 9 de nos 10 derniers matchs. Non, 8 de nos 9 derniers matchs, donc c'était vraiment calamiteux. On perd des choses bêtes. Je pense par exemple aux Clippers où on est en train de mener de loin pendant le troisième quart. À la fin du troisième quart, et ils reviennent grâce à un Norman Powell. En plus le symbole que c'est, qui remonte et qui nous plombe. On n'arrive pas à décoller. Nurkic est en dents de scie, mais on s'attendait à un impact un peu plus important. Jeremy Grant et Anthony Simons, on en parlait en off. Le terme stat padder pour le coup est un peu exagéré. C'est moi qui l'avais utilisé la première fois, mais je trouve un peu exagéré finalement. Mais ils n'ont pas le calibre d'un leader à la Damian Lillard en fait. C'est juste, tout dépend de leur coup de chaud du moment. Et donc du coup, c'est un peu plus aléatoire. La défense qui a beaucoup déjoué. On a Josh Hart qui se blesse. On a du Drew Eubanks aussi qui est absent de temps en temps parce qu'il a des problèmes au dos. On a en fait l'infirmerie se remplit. Les victoires s'accumulent et on commence à désespérer de plus en plus. Et chaque match du coup devient, je dirais pas une torture, mais devient très très compliqué. Et on les aborde avec bien moins de sérénité qu'on les abordait il y a même pas 2 semaines en fait. Donc c'est dommage, mais après notre calendrier était très compliqué pour ce début de saison. On avait, je crois, le 3e calendrier le plus compliqué de toute la NBA. À partir de là, il va commencer à s'alléger et on va commencer à jouer des équipes un peu plus faisables. Donc écoute, ça devrait le faire. Alors, bon, je dis ça, et ce soir on affronte Indiana qui sont chauds bouillants en ce moment, c'est insensé. Mais Remarque, non, cette semaine, ils sont 1-3. Hein. Donc, c'est ça, vous c'est pouvez. ça. Ouais, mais bon, la dernière fois qu'ils ont gagné un match, c'est sur un buzzer beater après être remonté pendant le 4e quart. Et ça, visiblement, on connaît. C'est tendu en général en fait, et du coup on est moins serein, on a besoin de sérénité, et c'est Lillard qui à mon avis va nous donner cette sérénité, pardon. On a aussi besoin de voir qu'enfin Gary Payton 2 fasse son retour. À mon avis, ça se fera, si ce n'est pas cette semaine, peut-être la prochaine. Mais il est en day-to-day en ce moment. Donc voilà, on attend son retour. On a Sia Little qui est blessé, ça impacte un petit peu, mais pour le coup, il était sur le banc, donc l'impact est assez réduit, plutôt que directement perdre ton franchise player. Non, en fait, le tout, c'est à mon avis de retrouver juste une dynamique assez intéressante. Comme le disait Alex de Trash Talk après le visionnage du match d'hier, il disait que Anthony Simons a besoin soit de la gonfle, a besoin de la balle pour s'exprimer, a besoin d'être pas forcément meneur à mon avis, mais plus un combo garde, et à voir si Lillard peut laisser un peu de l'espace tout en assurant son rôle de son côté. Jérémy, lui, est toujours très intéressant, mais voilà, pas non plus le rôle d'un leader extrême. Non, on attend de voir, mais au moins Lillard revient, on aura déjà un peu plus d'assurance, ça devrait le faire, Faut juste serrer les dents pendant le mauvais passe, on s'attendait à ce qu'il y en ait une, écoute, on s'est pris un bus, c'était violent, mais voilà, on en sort. Ça va mec, t'es mort? Et là, il faut que tu dises, et toi Nicolas, comment ils vont tes Lakers? Ah merci de m'avoir soufflé, alors t'es prêt? 3, 2, 1. Et toi Nicolas, comment vont tes Lakers? Eh bien écoute, ils vont mieux. C'est dans le prolongement de ce que j'expliquais longuement la semaine dernière, tu seras coupé au montage. Ils sont clean. Ils ont affronté cette semaine, ils sont en 2-1. Cette semaine, ils auraient pu être en 3-0. Avec effectivement, tu parlais à maintes et maintes reprises, ils se sont fait un petit peu moucher par Indiana en début de semaine. Mais globalement,
il y a du positif, notamment cette victoire XXL face, pour moi, au probable futur champion, avec effectivement en plus à ce moment-là le retour de Chris qui a fait un beau match et qui nous a bien dérangé. Globalement, moi je vois beaucoup de positifs. J'espère que là on se retrouve avec un mois de décembre qui est très dur. On va affronter des équipes qui sont en haut de tableau. On va affronter du Cleveland, du Washington, Philly, du Toronto. On parlait de Giannunobi qui peut éteindre un AD même s'il est un peu grand, mais il peut casser les couilles, par exemple un LeBron. On va affronter du Boston, du Denver, du Phoenix. Donc ça va être un mois assez compliqué. J'espère qu'on va essayer collectivement déjà avec cette victoire. Et puis dernièrement, sur les 9 derniers matchs, on est en 7-2 et en 7-3 sur le dernier. Donc c'est extrêmement positif. Et c'est d'autant plus positif parce que ça soit dans la défaite face aux Suns où on avait montré du très très bon, ou même face à Indiana où c'est malheureusement un accident et ça arrive, et je pense que ça fait bien des moments de se prendre une douche froide pour se dire c'est pas parce qu'on mène de plus 17 que tout va bien, il faut faire attention et respecter tout le monde. On gagne face à Portland avec la manière. On gagne face à Milwaukee avec la manière. C'était un match incroyable. Pour ceux qui l'ont vu, vous pouvez en témoigner. Ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille de regarder le résumé de 30 minutes ou même le résumé sur YouTube gratuit de 2 minutes parce que c'était un gros match des deux côtés du terrain. AD, j'ai l'impression qu'il a retrouvé sa forme de 2020 sans trop m'avancer. Il y a toujours ce souci et cette épée quand même de Damoclès sa tête qui à tout moment peut nous faire pleurer parce que même s'il est toujours en game time, il est pas en game time décision, mais toujours d'une certaine façon un peu en day to day où il y a toujours des problèmes au niveau du bas du dos, etc. Donc c'est aussi le défaut de notre collectif, mais je pense qu'on est capable dans ce mois de limiter la casse, de serrer les dents, voire même si on continue sur cette dynamique et cette pente ascendante, avec tous les voyants plus ou moins qui étaient ouverts au cours de ces 10 derniers matchs, de proposer du baseball dans un premier temps et puis de montrer un visage différent. Il y a, sauf trade, mais il y a un équilibre global au sein des Lakers qui commence à s'installer peu. J'ai toujours un peu de mal avec du LeBron qui marche, même Darvin Ham le disait après le match face à Milwaukee. Ça fait du bien ce match-ci, LeBron il a pas marché, il a couru pour défendre, donc ça change aussi la dynamique de l'équipe. Il y a des gars comme Wayne Gabriel qui sont super précieux, qui commencent à s'exprimer, du Austin Reeves face à Portland qui fait son corps en carrière, du Westbrook qui même dans la défaite face à Indiana est très sérieux. Donc en fait les Lakers c'est un petit peu au jour le jour. Au cours des 10 derniers matchs et notamment parce que cette semaine on a affronté 3 bonnes équipes, même si on avait une équipe de Portland diminuée, c'est pas une équipe qu'il faut prendre à la légère parce qu'elle est capable, tu parlais d'Anferny, mais d'être juste injouable, et encore plus avec le retour de Damien. Mais si on continue à montrer un visage comme on a montré face à Milwaukee, et ça face à toutes les équipes tous les soirs, et en prolongeant cette dynamique, ça peut être de bon augure pour des Lakers qui ne seraient plus la risée de la NBA, mais deviendraient une équipe chiante à jouer qui pourrait réclamer une place en play-in pour l'instant. Je ne vais pas m'avancer, je sais que je suis souvent en proie à la culture de l'instant. On va être champion cette année. Voilà pour les Lakers, voilà même pour cette émission. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous souhaite une très bonne soirée, un très bon lundi soir. Cette fois-ci, ça sortira lundi soir. Et on se retrouve lundi prochain. On vous fait des pouces et on se voit la semaine prochaine. Gros bisous, bye bye, bye. Ciao. Bisous, ciao, ouais, bye bye. toi là, Bye toi, bye. toi, Ciao, toi. toi là, toi. Ouais, Ciao, ciao, toi. ciao, bye bye, bye bye.